Merci d'être avec nous sur i24 News à la une de l'actualité ce mercredi. Après 3 jours d'affrontements sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, l'ONU appelle les deux parties à la retenue pour ne pas, je cite, enflammer toute la région. La Jordanie menace d'user de tous les moyens pour stopper les incursions israéliennes sur ce lieu saint. Et à l'issue d'une réunion d'urgence hier soir, le chef du gouvernement israélien annonce l'établissement d'une peine minimale pour les lanceurs de pierres et des amendes pour les mineurs et leurs parents. Une commission parlementaire a été chargée de revoir les consignes de tir sur ces lanceurs de pierres. En Europe, face à la crise des migrants, la Hongrie procède aux premières arrestations de réfugiés qui tentent de passer la frontière. Une frontière qu'elle veut désormais infranchissable. Après l'annonce hier de l'instauration d'un état d'urgence, la police hongroise a arrêté plus de 60 migrants. En France, Manuel Valls a défendu devant l'Assemblée nationale l'engagement français en Syrie limité à l'aviation. Alors quelle est réellement la stratégie française dans cette guerre? Le détail dans un instant. Enfin, après le j'aime pas pourrait bientôt faire son apparition sur Facebook. Son créateur, Mark Zuckerberg, a assuré que son entreprise travaillait sur la création d'un tel bouton après l'avoir exclu pendant plus de 10 ans. Bienvenue à tous. Le Premier ministre israélien a donc annoncé hier soir un durcissement des peines contre les lanceurs de pierres à l'issue d'un 3e jour de heurts sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. À la veille du Nouvel An, il a été prouvé une nouvelle fois que les pierres peuvent tuer, a déclaré Benjamin Netanyahou, faisant allusion à la mort d'un automobiliste israélien. Le récit d'Océane Nicole. Le Premier ministre israélien répond et condamne les violences de Jérusalem. Benjamin Netanyahou a réaffirmé ce mercredi son attachement au statu quo sur l'esplanade des mosquées. Depuis 1967, le statu quo instaure en effet le droit aux Juifs de se rendre sur le lieu saint à certaines heures de la journée sans pour autant pouvoir y prier. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il ne laisserait pas les fauteurs de troubles perturber les visites des Juifs sur le site. Il souhaite également durcir les peines contre les lanceurs de pierres. Déjà 3 jours que l'esplanade des mosquées est une nouvelle fois le théâtre de violences, un lieu hautement symbolique pour les deux religions. D'un côté, des Palestiniens refusant de voir les Juifs venir sur l'esplanade des mosquées, de l'autre, des policiers israéliens répondant aux jets de pierre par des tirs de grenades. Tout a commencé ce dimanche après la visite de Juifs à l'occasion du Nouvel An hébraïque. Les forces de l'ordre israéliennes se heurtent alors à des jets de pierre lancés par des hommes masqués retranchés dans la mosquée d'Al-Aqsa, signe de protestation contre les visites de Juifs sur le lieu saint. L'ONU, l'Union européenne et les États-Unis, les appels au calme ne cessent de se multiplier côté international. Il est absolument essentiel que toutes les parties fassent preuve de retenue, évitent toute provocation et préserve le statu quo historique inchangé. Plus d'une vingtaine de blessés côté palestinien, 5 pour les forces de l'ordre israéliennes et 4 arrestations ont également été faites. Mais ces affrontements auront également fait une victime, un homme de 64 ans habitant à Jérusalem. Touché par un jet de pierre ce dimanche, il perd le contrôle de son véhicule avec 2 autres passagers qui seront eux blessés. L'enterrement est prévu dans la journée. Raven Sapir, pourquoi ce lieu saint cristallise autant les tensions de la région? Et peut-être même davantage qu'auparavant, hein. C'est pas la première fois. En fait, il y a une tension qui est continue presque depuis maintenant un an et demi, presque depuis le début de l'été 2014. Il y a une tension continue à Jérusalem et plus particulièrement autour des lieux saints, autour du mont du Temple et des mosquées. Déjà, sur l'appellation, il y a une polémique. Il y a une dimension religieuse qui est de plus en plus prégnante dans le conflit israélo-palestinien. Du côté palestinien, c'est évident, avec l'influence grandissante des cercles islamistes. Et puis du côté israélien, le mont du Temple est devenu, même pour des politiciens qui ne sont pas forcément religieux, est devenu un argument de poids. On se souvient il y a quelques mois de plusieurs visites régulières de députés Likoud, qui n'est pas un parti religieux, sur le mont du Temple pour rappeler que Israël n'a pas renoncé à ses liens avec le mont du Temple, qui en principe est géré, il faut le rappeler, par la Jordanie. Alors on a entendu le porte-parole américain parler du statu
quo historique qui régit ce mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Ça veut dire quoi, le statu quo? Ça veut dire très clairement que les lieux saints musulmans sont gérés par une institution musulmane, le WAFC, que la Jordanie est la gardienne officielle des lieux saints musulmans sur l'esplanade et que les Israéliens juifs et les touristes étrangers sont autorisés à s'y rendre, mais dans certains moments tout à fait définis et limités, et surtout qu'ils ne sont pas autorisés à y prier, et surtout pas à y prier collectivement. Bien évidemment, c'est une restriction qui n'est pas du goût de tout le monde en Israël. Dans les cercles nationalistes religieux, on essaie de faire évoluer les choses, de faire changer les statu quo, mais Benyamin Netanyahou a toujours été très ferme. Il l'a dit et redit au roi Abdallah de Jordanie, qui a manifesté ses inquiétudes à plusieurs reprises. Il n'est pas question de modifier ce statu quo. Alors, vous l'avez dit, c'est la Jordanie qui gère également ce lieu saint. On a entendu le roi Abdallah de Jordanie avoir des mots très durs sur ces violences. Pourquoi la Jordanie? Quel est son rôle? C'est systématique. Dès qu'il y a des violences entre Israéliens et Palestiniens sur le mont du Temple, et quelle que soit l'identité des provocateurs, et là très clairement il s'agissait de provocateurs palestiniens qui étaient prêts avec des pierres à accueillir les fidèles israéliens à l'occasion du Nouvel An juif, eh bien le roi Abdallah de Jordanie réagit en condamnant Israël, en mettant en garde, et là c'était le cas dans le communiqué publié avant-hier contre, je cite, de nouvelles provocations israéliennes à Jérusalem qui pèseront sur les relations entre les deux pays. Donc le roi Abdallah qui est dans son rôle en quelque sorte. Et on peut s'interroger sur la sincérité des menaces que le roi Abdallah profère, étant donné que dans le contexte régional, on sait à quel point la coopération sécuritaire entre Israéliens et Jordaniens est importante, notamment face à la menace du Daesh. Merci beaucoup, Dror. Et on prend justement tout de suite la direction de la vieille ville de Jérusalem, où on vous retrouve Mathias Inbar. Alors, quelle est la situation ce matin? Est-ce que les affrontements se poursuivent toujours? Bonjour Barbara, écoutez, une expression pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Jérusalem a mal à la tête mais n'est pas malade ce matin, c'est-à-dire que les quartiers est de la ville de Jérusalem et les alentours du mont du Temple, de l'esplanade des mosquées derrière nous, eh bien, est ultra sécurisé, mais il n'y a pas d'affrontement depuis ce matin. Vous le voyez sans doute derrière moi, une importante force de police, de la police des frontières, de la police nationale d'Israël, mais pour l'instant pas d'affrontement. Tout se passe de la meilleure manière qu'il soit depuis ce matin. Pas d'affrontement, pas de violence à retenir aux alentours de la vieille ville de Jérusalem. Mathias, est-ce que les mesures annoncées hier soir par Benyamin Netanyahou contre les lanceurs de pierres vont s'avérer efficaces? Sont-elles suffisantes? Écoutez, il y avait eu ce projet de loi proposé par l'ancien ministre de la Justice, l'ancienne ministre de la Justice Tzipi Livni, qui proposait d'imposer une peine maximale. Là, ce que demande Benyamin Netanyahou, eh bien, c'est d'imposer une peine minimale. C'est de faire en sorte que les lanceurs de pierres, qu'ils soient mineurs ou majeurs, sachent que s'ils sont attrapés par les forces de police, eh bien, ils encourront une peine minimale. C'est ce qu'il prévoit d'imposer pour éviter qu'il y ait de manière récurrente ces jets de pierre. Il faut le dire, la ville de Jérusalem, chaque jour il y a des attaques, que ce soit contre le tramway qui parcourt les quartiers de Chouafat par exemple au nord de Jérusalem, ou à proximité de la porte de Damas, à proximité des murailles de la vieille ville. Et donc pour Benyamin Netanyahou, il faut tout de suite imposer des mesures et des peines minimales contre les lanceurs de pierre, contre les lanceurs de cocktails Molotov, parce qu'il a dit les jets de pierre tuent. Est-ce que cela va s'avérer exact dans le futur? On va le savoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, car je le répète, il n'y a pas un seul jour qui se passe dans la ville de Jérusalem sans qu'il n'y ait d'attaque. Mathias, pour finir, est-ce qu'on sait qui se cache derrière cette recrudescence des violences? Est-ce la signature d'un groupe terroriste, quel qu'il soit? Pas de revendication pour l'instant, Barbara. Tout ce que l'on sait, c'est que dimanche matin, à quelques heures de l'entrée du Rosh Hashanah, du Nouvel An juif, il y a eu des renseignements concrets qui sont arrivés à la police israélienne et au service secret intérieur, le Shabak. C'est la raison pour laquelle ils sont rentrés immédiatement dans la mosquée Al-Aqsa, parce qu'à l'intérieur, ils savaient qu'il y avait des blocs de pierre, des fusées fumigènes et des cocktails Molotov en préparation. Est-ce que ces préparations du côté palestinien étaient organisées selon une cellule, selon des organisations terroristes? On le saura dans les prochains jours. Ce que l'on sait en revanche, c'est cette phrase de Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas. Il y a quelques jours, il a déclaré vouloir faire la paix avec le Fatah et il a appelé surtout les Palestiniens de Jérusalem-Est
et de Cisjordanie à se réveiller et à mener le combat contre ce qu'ils nomment l'ennemi sioniste. Merci beaucoup Mathias Inbar depuis la vieille ville de Jérusalem. Autre titre ce matin en Europe, face à la crise des migrants, la Hongrie procède, je vous le disais en titre, aux premières arrestations de réfugiés qui tentent de passer la frontière. Une frontière qu'elle veut désormais infranchissable. Après l'annonce hier de l'instauration d'un état d'urgence dans le pays, eh bien la police hongroise a arrêté plus de 60 migrants et a annoncé également la construction d'une nouvelle clôture le long de la Roumanie. Chloé Demoulin. Face à la crise qui secoue l'Europe, la Hongrie applique sa politique sans complexe. Une clôture barbelée le long de sa frontière avec la Serbie et désormais une loi qui criminalise les traversées illégales. 3 ans de prison pour tout contrevenant porté à 5 en cas de dommages sur l'installation. Ce mardi, des poursuites ont été engagées contre plus d'une centaine de migrants. Des migrants pourtant très loin d'être découragés. Ils nous proposent d'autres options, par exemple d'aller à une autre frontière en Serbie. Mais nous ne faisons confiance à personne. Nous allons rester ici jusqu'à l'ouverture de la frontière. La Hongrie a certes institué des zones de transit pour traiter les demandes d'asile des migrants déjà entrés sur son territoire. Sur les 16 demandes examinées ce mardi à Rosquet, 13 ont été rejetées d'office. En fait, une procédure accélérée destinée à faciliter leur expulsion. Et Budapest ne compte pas en rester là. Le gouvernement a déclaré l'état de crise et renforcé sa présence militaire. Il a également l'intention de construire une nouvelle clôture le long de sa frontière avec la Roumanie. Notre but est en aucun cas de faire de la Hongrie une forteresse. Le but est de défendre nos frontières et arrêter l'immigration illégale à travers les frontières terrestres. Une politique qui semble toutefois peu compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe a annoncé ce mardi qu'il allait demander des explications au Premier ministre Viktor Orban. Marianne Danan, cette crise prouve une fois encore que l'Europe est plus divisée que jamais. Une Europe extrêmement divisée, quoique divisée autrement. Si pour la crise grecque, on avait observé une division nord-sud, et bien là, on a une Europe divisée avec d'un côté l'Europe centrale et orientale et puis de l'autre côté le reste. Alors aujourd'hui, une Union européenne qui est complètement incapable d'action collective et pourtant une tragédie humanitaire qui est en marche et qui frappe à la porte de l'Europe, et une Union européenne qui est en position de repli. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une certaine politique de l'autruche. On n'arrive pas à obtenir le moindre consensus et il n'est pas question de passer simplement par un vote qualifié parce qu'une fois de plus, ça mettrait trop en évidence certaines divisions. Viktor Orban ne cache plus ce matin qu'il appelle presque à un schisme de l'Union européenne aujourd'hui, et l'Europe centrale et orientale aujourd'hui est face à des décisions qu'elle doit prendre, notamment sur la politique des quotas. Alors en tête de pont, la France et l'Allemagne toujours, une Allemagne très combative, une France pas très convaincue, mais bon, le duo est bien là. Ils ont échoué à faire l'unanimité sur toutes les propositions, pourtant pleines de bon sens, de la Commission européenne. La question est donc comment convaincre ? Ou peut-être cette question des quotas n'est peut-être pas la bonne non plus. Il faut peut-être trouver une autre solution parmi celles qui sont envisagées. C'est une frontière extérieure commune à toute l'Union européenne, avec peut-être enfin un commandement et un service de renseignement commun qui pourrait éviter de voir ainsi s'ériger des murs à l'intérieur de l'Europe. Alors en attendant, c'est quand même l'Allemagne qui continue de dicter le ton, mais pour combien de temps ? Alors effectivement, une Allemagne très ferme, une Allemagne qui menace de sanctions. Elle a raison, mais elle rentre un petit peu trop facilement dans ses pantoufles de menaces consécutives, notamment lorsqu'il s'était passé encore une fois avec la crise grecque. On ne cesse de faire ce parallèle. L'Allemagne qui met une fois de plus le doigt là où ça fait mal. Son ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, qui a d'ailleurs été rappelé à l'ordre, qui l'a dit une fois de plus, nous devons parler de moyens de pression sur les pays récalcitrants. Et qui sont donc ces pays récalcitrants ? Eh bien des pays qui ont reçu beaucoup d'aide et de fonds structurels de la part de l'Union européenne, notamment depuis la chute du mur de Berlin. Le problème, c'est que est-ce que ces menaces de sanctions sont-ils la bonne méthode ? On dirait que non, puisque même Angela Merkel a immédiatement rappelé à l'ordre son ministre, lui indiquant que ce n'était pas la solution. La solution pour l'Europe, c'est peut-être de retrouver un socle commun de définition et de ses ambitions pour éviter une nouvelle régression vers une simple zone de libre-échange qui n'est pas son ambition originelle. Or, les ambitions de l'Union européenne, quelles sont-elles ? C'est une politique extérieure commune, ce sont des valeurs universelles et c'est une exemplarité de ces démocraties. Pour le moment, c'est un échec sur toute la ligne et Angela Merkel ne semble pas avoir trouvé le ton pour convaincre. Voilà, une nouvelle réunion et réponse sans doute le 22 septembre. Merci beaucoup Myriam.
Et en pleine crise des migrants, cette déclaration à retenir du président syrien lui-même, Bachar al-Assad, a estimé que la crise des migrants en Europe ne pouvait être résolue que par la lutte contre le terrorisme. La question n'est pas de savoir si l'Europe accepte ou non les réfugiés. Il faut absolument résoudre le problème à la source, a donc déclaré Assad dans une interview aux médias russes dont certains extraits ont été diffusés. Voilà, et c'est dans ce contexte que Manuel Valls a défendu hier devant l'Assemblée nationale l'engagement français en Syrie, limité, vous le savez, à l'aviation, confirmant ainsi les propos du président de la République, Julien, discours qui intervient dans un contexte quelque peu troublé. Troublé tout d'abord par la crise des migrants. Il faut rappeler que depuis le début de l'année, 3000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Il y a la conscience finalement en France que la crise des migrants, la solution à la crise des migrants passe tout d'abord par une solution de la crise au Moyen-Orient. Vous savez, en Israël, les journalistes avaient dit, lorsque cette crise a explosé dans les médias, ils ont dit l'Europe a voulu s'isoler du Moyen-Orient, le Moyen-Orient a débarqué en Europe, puisque finalement l'Europe ne s'occupait pas de la Syrie, c'est la Syrie qui a débarqué en Europe. C'était un peu les titres. On rappelle que la France avait déjà tenté d'être en pointe sur le dossier syrien, c'était à l'été 2013. La France voulait des frappes contre le régime de Bachar al-Assad. Souvenez-vous de ces articles de presse à l'époque, et c'est les États-Unis qui avaient empêché la France d'intervenir en Syrie. Alors cette fois, il ne s'agit pas de frapper Assad, cette fois il s'agit de frapper les ennemis de Bachar al-Assad, ce qui est beaucoup plus délicat. Et enfin, l'autre contexte en France, ce sont les attentats revendiqués par l'État islamique. Voilà, et c'est ce qu'a tenté d'expliquer Emmanuel Valls hier. Est-ce que très concrètement, on comprend un petit peu mieux la stratégie française en Syrie après ce discours? Alors la stratégie, d'abord, le mot d'ordre, c'était l'indépendance nationale. Il a dit, ces missions de reconnaissance, nous les choisirons seuls. Il ne veut pas de troupes françaises au sol. Il a estimé même qu'aucun pays européen ne voudrait rejoindre la France sur une opération au sol, que les États-Unis ne veulent pas non plus de troupes françaises au sol. Je vous propose d'écouter un extrait. Pleine autonomie d'action, car le président de la République l'a encore dit hier, des frappes seront nécessaires. Et nous choisirons seuls les objectifs à frapper. Le président de la République a donc répondu de manière très claire. Toute intervention terrestre, c'est-à-dire toute intervention au sol de notre part ou occidentale, serait inconséquente et réaliste. Aucun de nos partenaires ne l'envisage d'ailleurs. Il faut savoir que le gouvernement est quand même sous le feu des critiques de la droite, qui ne comprend pas ces missions de reconnaissance. Regardez Nicolas Sarkozy, cette confidence du Canard enchaîné, qui estime que ça n'a aucun sens, que si la France avait besoin de renseignements, il suffisait de se tourner vers les États-Unis. Donc beaucoup de critiques sur ces missions de reconnaissance. Est-ce que ça veut dire pour autant que la France a fini par s'accommoder de Bachar al-Assad, comme le souhaite la Russie d'ailleurs? Non, pas du tout. On le sait, le président François Hollande ne s'entend pas bien d'ailleurs avec Vladimir Poutine, notamment sur le sujet. Je vous propose d'écouter justement le Premier ministre Manuel Valls sur Bachar al-Assad. Nous ne ferons rien, je le disais, qui puisse consolider le régime. L'urgence est au contraire d'aller vers un accord qui tourne définitivement la page des crimes de Bachar al-Assad. Il est une grande part du problème, il ne peut en aucun cas être une solution. Avec un homme responsable de tant de morts, de crimes de guerre qui continuent et contre l'humanité, aucun compromis, aucun arrangement n'est possible. Il faut noter que même si la France ne veut pas entendre parler de Bachar al-Assad, c'est une évolution de la position française, parce que jusqu'à maintenant, la France soutenait des frappes uniquement en Irak, et la ligne c'était, ça reste, ni Daesh, ni Assad. Merci beaucoup, Julien. Alors justement, on vient de le voir, la coalition internationale a pris le pari des frappes aériennes pour vaincre l'État islamique. Mais l'efficacité de ces frappes se trouve au centre d'une polémique au sein des services de renseignement américains. Shai Ben-Ari avec Joseph Emmanuel. La leçon a-t-elle été mal apprise? Le Daily Beast rapporte que 50 analystes de la CIA ont déposé une plainte officielle auprès du Pentagone. Depuis un moment, les agents constatent que plusieurs de leurs rapports sur des groupes terroristes, comme l'État islamique, le Front Al-Nosra ou encore Al-Qaïda, ont été changés, altérés pour correspondre un peu plus au discours de l'administration Obama. Ces agents affirment que les rapports modifiés dépeignent ces mouvances terroristes comme plus faibles qu'elles ne le sont vraiment
et ainsi donne l'impression que l'Amérique est en train de gagner la guerre contre le terrorisme. Je vois les pièces du puzzle s'assembler. Je crois que tout se déroule de la bonne manière en Irak. Nous obtenons les effets attendus. Nous avons les preuves que c'est vrai, et pas seulement en termes d'évaluation des blessés de guerre. Nous avons d'ailleurs remarqué des changements dans le comportement et dans les tactiques de notre ennemi. Ces changements reflètent une diminution de leur capacité et une restriction de leur liberté de mouvement. Certains de ces rapports altérés seraient même arrivés jusque sur le bureau du président Obama. D'autres rapports, jugés trop négatifs, auraient tout bonnement été mis de côté, cachés au président des États-Unis. Une lettre de plainte officielle a été envoyée au Pentagone. Les plaignants n'hésitent pas à utiliser le mot staliniste pour décrire des méthodes douteuses. Ça n'est pas le premier scandale de manipulation au sein du département de défense américain. En janvier 2003, le président George W. Bush présente son dossier contre Saddam Hussein, une compilation d'arguments pour justifier l'invasion imminente de l'Irak. Saddam Hussein a récemment tenté de se procurer des quantités importantes d'uranium en provenance d'Afrique. Un rapport possiblement basé sur de faux renseignements intégrés au discours présidentiel malgré les objections de la CIA. George Bush admettra quelques années plus tard que l'échec de ses services de renseignement en Irak restera le plus grand regret de sa présidence. Ainsi, beaucoup se demandent aujourd'hui si l'attaque du 11 septembre, la plus importante attaque terroriste de tous les temps, est en partie arrivée à cause de défaillances des services de renseignement américains. En juin 2001, les services de renseignement ont prévenu qu'une attaque terroriste majeure d'Al-Qaïda se préparait dans les semaines à venir. Nous avons demandé si ça pouvait se produire aux États-Unis. Ils ont répondu que ce n'était pas à exclure. Beaucoup se font aujourd'hui entendre pour que les politiques cessent de négliger les rapports sécuritaires. Les agences de sécurité n'ont pas vocation à adapter leur travail aux différentes visions politiques des chefs d'État, mais si certaines leçons semblent mal apprises par beaucoup, une semble être retenue par tout le monde. L'histoire, bien souvent, ne fait que se répéter. Ces images inhabituelles à présent, direction la bande de Gaza, qui connaît des manifestations d'une rare intensité. Depuis samedi, les Gazaouis sont dans les rues pour protester contre la pénurie d'électricité. L'enclave palestinienne en a fait récemment subi des coupures de courant, dont certaines ont même duré plus de 20 heures. Les rassemblements qui ont débuté à Rafah ont lieu tous les soirs et ont désormais gagné l'ensemble de la bande de Gaza. Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe, bonjour, merci d'être avec nous. On va tenter de mieux comprendre ces images avec vous. Ce matin, les habitants de Gaza endurent des pénuries d'électricité depuis de nombreuses années déjà, mais la situation s'est aggravée la semaine dernière lorsque les lignes d'électricité en provenance d'Égypte ont baissé d'intensité. Pourquoi cette décision du Caire ? Bon, la tension entre le Hamas et l'Égypte, entre le Hamas et le gouvernement égyptien n'est pas nouvelle. Barbara, il y a quelques semaines, 4 militants de la branche armée du Hamas ont disparu quand ils faisaient la route entre le Sinaï et le Caire pour aller s'entraîner en Turquie. Le Hamas accuse des autorités égyptiennes de les avoir enlevés pour les emprisonner et les questionner. L'Égypte, bien sûr, pour le moment, soit ne commente pas, soit ne nie pas. Mais... On invoque un problème technique. C'est ce qui a été dit aussi. Non, en ce qui concerne les quatre, les quatre membres du Hamas, c'est pour cela, parmi les ripostes de l'Égypte, c'était les problèmes, soi-disant, techniques qui ont apporté ces coupures de la centrale égyptienne. Il faut comprendre, il y a 3 centrales à la bande de Gaza, une en provenance d'Israël, une qui se trouve à la bande de Gaza et une troisième en provenance de l'Égypte. Et les citoyens de la bande de Gaza se sentent otages des tensions entre les différentes autorités, entre le Hamas et Israël, entre le Hamas et l'autorité palestinienne, entre le Hamas et l'Égypte. Alors justement, lors de ces manifestations qui ont lieu, on l'a dit depuis samedi tous les soirs, à qui s'en prennent les manifestants? À l'Égypte, au Hamas, à Israël, à l'autorité palestinienne? Ils s'en prennent essentiellement au fait que le Hamas et l'autorité palestinienne, pour eux, l'Égypte et Israël sont des forces externes. Donc, pour eux, la direction, c'est la responsable direction palestinienne. Et la direction palestinienne à la bande de Gaza, elle a 2 têtes. L'autorité palestinienne à Ramallah et le gouvernement
gouvernement sur place du parti islamique, le Hamas. Et c'est la première fois, Barbara, qu'on entend des manifestants à la bande de Gaza condamner et même insulter et accuser de vol la direction du Hamas. La grande question, c'est la patience des forces armées du Hamas, jusqu'à quand elle va durer. C'est sans précédent ce qui se passe à la bande de Gaza. Barbara, on est là, il fait très chaud et la population à la bande de Gaza, parfois, elle n'a pas d'électricité que pendant 4 heures dans la journée. Parce que les combustibles, d'un côté, font partie d'une différence entre Hamas et l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a décidé d'utiliser la question des combustibles et le paiement pour Israël pour le combustible et l'électricité comme moyen de pression sur le Hamas, pour que le Hamas accepte que le gouvernement de l'autorité palestinienne exerce son autorité, son pouvoir à la bande de Gaza. Voilà pour cette vague de protestations extrêmement rare à Gaza. Merci beaucoup Ali d'être venu en parler ce matin. Autre chose à présent, c'est une vidéo virale contre le cancer qui crée l'événement. Elle est signée Stromae, le chanteur belge, interprète. Quand c'est dans un décor cette chanson dans un décor des plus suggestifs, il est attaqué par une sorte de monstre dont il tente de s'échapper en vain. Betsabé, vous avez les images. Oui, alors un monstre qui, selon les paroles de la chanson, se serait attaqué au sein de sa mère, au poumon de son père, et qui désormais, le menace, lui, Stromae, tel une araignée géante. On regarde tout de suite un extrait de Cancé, album Racine Carrée. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Cancer, cancer. Alors, plus de 3 millions de vues déjà, et pour cause, dans ce noir et blanc qui rompt avec ces vidéos précédentes. Un décor macabre, donc un monstre cancéreux qui, on le voit à la fin de la vidéo, s'est déjà emparé de la salle entière. Et puis cette chorégraphie arachnéenne, la Tim Burton, dans laquelle Stromae se fond parfaitement, long et souple, et quand bien même il tente de se défendre. Et un message d'autant plus fort, Barbara, que le chanteur finit par succomber à la fin du clip. Voilà, une chanson engagée puisque c'est un vrai appel finalement à lutter contre le cancer. Exactement, alors il parle même du tabac, précisément sur les paquets de cigarettes. Fumer, tu m'étonnes, mais tu m'aides. Alors avec un public relativement jeune, bien sûr, ces paroles relèvent définitivement de la prévention contre le cancer. À l'heure où un homme sur 2 et une femme sur 3 sont concernés par cette maladie. Aujourd'hui, près de 8 millions de personnes meurent chaque année du cancer dans le monde. Un clip qui a donc probablement atteint son but, remuer un public, le public de Stromae, peut-être même plus que ce public. Stromae qui, à noter, n'en est pas à son premier déballage de vérité dérangeante, avec la défaite des pères dans ce qu'on voit à l'écran, un papa outé, le sida prédateur avec moule frites, la pédophilie, dodo ou encore la crise. Alors on danse, que Jamel Debbouze avait résumé ainsi: le refrain donne envie de pique-niquer, le couplet de se suicider. Voilà pour ce dernier clip, cette chanson choc de Stromae. Merci beaucoup, Betsabé. Allez, on va se quitter pour un nouveau point sur l'actu. Juste après le j'aime, le j'aime pas pourrait bientôt faire son apparition sur Facebook. Mark Zuckerberg a assuré que son entreprise travaille sur la création d'un tel bouton après l'avoir exclu pourtant pendant plus de 10 ans. On vous dit pourquoi après un nouveau journal avec Eleonore Veil. Restez avec nous, ce sera dans 2 petites minutes. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. 140 chefs d'État, des discours attendus et beaucoup de journalistes. C'est hier que s'est ouverte la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Se succéderont à la tribune ceux qui font et défont les conflits. Daniel Ziri, vous vous trouvez devant le siège des Nations Unies à New York, où ont donc démarré hier les cérémonies pour ce 70e anniversaire.
Oui, Barbara, en effet, la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU a ouvert officiellement ce mardi ici à New York. Alors elle a ouvert par une cérémonie qui a compris plusieurs discours, dont celui du nouveau président de cette Assemblée générale, Mogens Lykketoft, un Danois, politicien danois qui a une vaste expérience en tant que ministre des Finances, mais aussi ministre des Affaires étrangères dans son pays, qui a parlé des différents sujets qui seraient sur la table pour cette 70e session, donc cette année. Et il a évoqué bien sûr parmi ces sujets la crise des migrants qui fait les grands titres partout dans le monde. Cette crise des migrants qu'a également rappelé Ban Ki-moon dans son discours, le secrétaire général de l'ONU, puisqu'il a dit avoir une pensée toute particulière pour les réfugiés syriens qui cherchent une maison ailleurs dans le monde. Il a dit que cette 70e session de l'ONU devrait être placée selon lui sous le signe de la compassion. Alors d'ici 10 jours aura lieu également le grand débat de cette Assemblée générale, c'est-à-dire une très longue liste de chefs d'État qui seront ici à New York pour donner des discours sur le podium de l'ONU. Parmi ces chefs d'État, bien sûr, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais également le président iranien Hassan Rouhani, ainsi que Raúl Castro, le président cubain, qui s'exprimera ici pour la première fois. Voilà, justement, on va tenter de comprendre quels vont être les temps forts de cette 70e Assemblée générale depuis New York. On vous retrouve, David Benaïm, notre correspondant sur place. On démarre par un discours extrêmement attendu, celui du président palestinien Mahmoud Abbas a en effet pris l'habitude ces dernières années d'utiliser cette tribune de l'Assemblée générale pour faire des déclarations choc. À quoi faut-il s'attendre cette année ? Son discours est très attendu pour plusieurs raisons. Pour la première fois, à l'occasion de son intervention, le 30 septembre, le drapeau palestinien sera hissé aux côtés des 193 États membres suite à la résolution symbolique votée la semaine dernière permettant aux membres observateurs de monter leurs couleurs. Et sur le fond, d'après des officiels de l'autorité palestinienne, son discours devrait marquer un tournant diplomatique. Il devrait déclarer ne plus se sentir lié à Israël par les accords d'Oslo et remettre en cause la collaboration du point de vue sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Il pourrait également demander solennellement au président américain de reconnaître la Palestine sur ses frontières d'avant 1967. Enfin, Mahmoud Abbas est également attendu sur la crise syrienne. Il devrait demander de nouveau à Israël d'ouvrir ses frontières pour permettre aux réfugiés de venir en Cisjordanie. Alors, autre discours attendu, celui de Barack Obama, évidemment, qui s'approche de la fin de son mandat. Est-ce qu'on sait quel sera son cheval de bataille pour les derniers mois qui lui restent à la Maison-Blanche? Est-ce qu'il va avoir un thème prioritaire pour ce discours à l'ONU? Il devrait d'abord intervenir sur les bienfaits du deal sur le nucléaire iranien, qui est désormais certain d'être mis en place maintenant que la menace d'un vote négatif au Congrès est écartée. Mais l'autre cheval de bataille de Barack Obama est également l'un des thèmes principaux prévus pour cette Assemblée générale, l'avenir de notre planète, le développement durable et l'environnement. Il s'est engagé à en faire l'une des priorités de la dernière année de son mandat. Et son intervention sera bienvenue en prémisse à la conférence de l'ONU sur le changement climatique prévue début octobre à Paris. Et pour finir, David a souligné un dernier invité de marque. Il s'agit du pape et une visite extrêmement attendue aux États-Unis. Oui, le pape Francis sera effectivement la personnalité la plus attendue de cette Assemblée générale. Au lendemain de son discours devant les représentants du Congrès américain à Washington, le pape se rendra à New York jeudi prochain pour apporter son message de paix et de fraternité devant les nations. Le discours du pape précédera le lancement officiel de l'agenda des Nations Unies pour les 15 prochaines années. Et le Vatican a par ailleurs annoncé qu'en tant qu'État observateur, il ne souhaitait pas que le drapeau jaune et blanc flotte aux côtés des États membres. Côté sécurité, New York est déjà en état d'alerte maximum en prévision de la venue du pape dans la ville et à l'ONU. Hier, un adolescent de 15 ans du New Jersey a été arrêté par le FBI. Il envisageait de perpétrer un attentat inspiré par les méthodes de l'État islamique contre le pape lors de sa visite aux Nations Unies. Le maire et le chef de la police de New York ont annoncé que cette visite papale, en plus de la présence des 140 chefs d'État prévus au même moment, est le plus grand challenge sécuritaire que la ville n'ait jamais eu à faire face. David Benaïm, depuis New York, merci d'avoir été avec nous ce matin. On reste aux États-Unis, David vient de l'évoquer. Demain était la date qui a fait trembler la Maison-Blanche depuis plusieurs mois. Mais finalement, il n'en sera rien. Les démocrates sont parvenus une nouvelle fois à empêcher un vote contre la levée des sanctions sur l'Iran. Victoire politique majeure pour Barack Obama. David Klezewski. L'accord sur le nucléaire iranien aura donc survécu à la bataille féroce que se sont livrées les deux principales institutions américaines, la Maison-Blanche et le Congrès. Le sort du texte signé à Vienne dépendait d'une arithmétique complexe. Mais la majorité républicaine du Congrès n'est pas parvenue à rallier suffisamment de voix démocrates pour bloquer l'accord, c'est-à-dire pour contourner un éventuel veto de Barack Obama.
Ces derniers mois, l'administration du président a multiplié ses efforts de lobbying pour regrouper son camp au Parlement. Mission accomplie. Lors d'un premier vote, tous les démocrates, sauf 4, ont voté en faveur de l'accord. Si le Congrès s'oppose à cet accord, nous allons perdre plus que des restrictions sur le programme nucléaire de l'Iran ou que les sanctions que nous avons difficilement mises en place. Nous aurons perdu quelque chose de plus précieux, la crédibilité des États-Unis en tant que leader diplomatique, la crédibilité des États-Unis comme point d'ancrage du système international. Paradoxe de l'histoire, la majorité des Américains s'oppose au texte de Vienne et le Congrès a voté non à un accord qui sera finalement appliqué. Pari perdu pour le Premier ministre israélien qui avait tenté de jouer le législatif contre l'exécutif, le peuple contre Barack Obama. En mars dernier, Benjamin Netanyahou était venu peser de tout son poids rhétorique face aux parlementaires. Ovation prolongée. Mais la victoire ne dépasse pas le symbole. L'accord censé empêcher une prolifération entraînera au contraire une course aux armes nucléaires dans la région la plus dangereuse du monde. Cet accord ne signera pas un adieu aux armes, il signera un adieu au contrôle des armes. Le Moyen-Orient serait rapidement sillonné de pièges nucléaires. Autre paradoxe, celui des Juifs américains qui sont restés fidèles à Barack Obama dans ce bras de fer, contrairement à leurs compatriotes qui, eux, se sont montrés bien plus sceptiques sur la politique étrangère de leur président. À portée de missiles de la République islamique, Israël scrute les nouveaux équilibres des forces au Moyen-Orient et pourrait recevoir en compensation une aide militaire accrue de Washington. Une rencontre est prévue entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou dès le mois de novembre. Daniel Haïk, bonjour, merci d'être avec nous. On tente de mieux comprendre cette saga du Congrès américain, cette victoire politique pour Barack Obama. D'abord, les faits, les démocrates sont parvenus une nouvelle fois cette nuit à bloquer le vote. Oui, les républicains ont échoué dans cette nouvelle tentative d'entraver donc la mise en application de cet accord. Ils n'ont pas réussi à obtenir les 60 voix nécessaires pour faire voter leur résolution contre l'accord. Et donc rien ne peut plus maintenant empêcher Barack Obama de mettre en application cet accord et même, s'il le souhaite, de lever très rapidement les sanctions contre Téhéran. Est-ce que ce chapitre, une fois derrière eux, va permettre à Barack Obama et Benjamin Netanyahou d'effectuer un rapprochement? Oui, alors un rapprochement, oui. On ne va pas parler de lune de miel. On n'a pas l'intention de voir Barack Obama et Benjamin Netanyahou tomber dans les bras l'un de l'autre prochainement. Mais il va y avoir une rencontre au début du mois de novembre qui devrait être le signe d'un apaisement. Un apaisement que les deux leaders veulent chacun pour ses propres raisons, pour ses propres objectifs. D'abord, Barack Obama comprend que cet accord a tout de même quelque peu affecté la communauté juive, l'électorat juif démocrate qui est un peu inquiet de cet accord parce que Benjamin Netanyahou a fait pression aussi sur cet électorat et cet électorat veut savoir où il va et donc il veut essayer de rassurer cet électorat juif démocrate, surtout les donateurs, afin qu'ils ne fuient pas et qu'ils n'aillent pas vers les républicains. On est à un an des élections. Le prochain, le successeur de Barack Obama du côté démocrate, aura besoin de ce soutien. Donc, on veut absolument rassurer la communauté juive américaine et donner des gages de cette amitié entre Israël et les États-Unis. Et du côté de Benjamin Netanyahou, on tire un trait. Effectivement, il n'a pas réussi à convaincre une majorité d'élus du danger de cet accord, mais on tire un trait parce qu'on sait qu'à la clé, il y a des compensations importantes de la part de l'administration américaine. Alors, justement, de quelle nature vont être ces compensations offertes par les États-Unis à Israël? Alors, écoutez, c'est un package, c'est une ensemble, une enveloppe extrêmement lourde que les Américains proposent à Israël. En fait, l'objectif est de prouver que l'État d'Israël, que l'on veut assurer la sécurité de l'État d'Israël, que les Américains veulent garantir la sécurité de l'État d'Israël. On parle de près de 2 milliards de dollars d'aide qui seraient fournis sous forme de bombes intelligentes, de bombes perforantes qui sont capables de perforer des bunkers très profondément. On parle également d'améliorer d'une nouvelle génération du fameux système flèche antimissile qui a été une coopération entre Israël et les États-Unis, une nouvelle génération, et puis l'avion furtif F-35. Tout cela devrait permettre à Israël de maintenir sa supériorité stratégique et militaire dans la région, face à l'Iran certes, mais aussi face à l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe qui eux aussi sont inquiets et qui eux aussi exigeront des compensations de la part des Américains. Merci beaucoup, Daniel Haïk.
Et cette victoire de Barack Obama rehausse un bilan plutôt mitigé de sa politique étrangère au Moyen-Orient, notamment alors à quelques mois de la fin de son mandat. On tente de dresser un premier bilan avec vous, Maurice. Est-ce qu'on peut dire que Barack Obama a toujours eu une politique au Moyen-Orient de gestion de crise plutôt que de prévention de crise? Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'au cours de sa campagne en 2008, Obama avait fait 2 promesses concernant sa politique étrangère. Tout d'abord, sortir les États-Unis des pays en guerre dans lesquels ils se trouvaient empêtrés et tendre la main aux vieux ennemis. Alors, les 2 sorties de conflit ont été chaotiques. On parle de l'Afghanistan. Après 14 années de combats et des milliers de dollars dépensés, la guerre en Afghanistan est techniquement finie, mais le pays est au bord de la guerre civile et on craint le retour des talibans. En Irak, 1 an après l'intervention de la coalition contre l'État islamique et 12 ans après l'intervention américaine, le pays est un véritable bourbier. Alors, deuxième promesse, vous l'avez dit, tendre la main aux ennemis d'hier. Oui, alors les ennemis d'hier, il y a eu Cuba, mais aussi en ce qui concerne le Proche-Orient, on parle bien entendu de l'Iran réintégré dans le rang des nations. Mais cette politique de tendre la main aux vieux amis sème le trouble dans les capitales arabes. Écoutez l'analyse de Hicham Milham, le chef du bureau d'Al Arabiya à Washington. There is a great deal of skepticism in the region. In my lifetime, I don't recall a moment in America's relationship with the Middle East where the Arabs, the Israelis, and the Turks, traditional allies of the United States, feel uncomfortable with this administration's assurances. Let me start with a caveat. I voted for Barack Obama. I like his domestic programs. I like his Cuba policy. I like what he did on Ebola. I like a lot of things. And when it comes to the Middle East, I'm extremely disillusioned about the quality of the leadership. And if you look at what the Arabs are complaining, or the Israelis are complaining, and to a lesser extent the Turks, Iran is the primary reason. Voilà, position tranchée. Tranchée, scepticisme et désillusion. Alors le journaliste israélien Ehud Yahari estime de son côté que la main tendue à Téhéran serait mieux comprise si Obama faisait preuve de fermeté en Syrie. On l'écoute. As long as the United States doesn't make this move to delink Iran from Hezbollah, to remove the linchpin of Iranian pursuit of hegemony in the region, everything else looks different. And for some reason, which is very hard for me to understand, the United States is not willing to play a role in Syria, not even the role that it played in Libya. Voilà, là aussi un avis extrêmement critique. Très critique. Alors après 4 ans de guerre, 4 millions de réfugiés et près de 300 000 morts, la guerre en Syrie, le problème numéro 1 est cette ligne rouge fixée par Obama sur l'utilisation d'armes chimiques qui n'a pas été respectée par le président. Alors quand intervenir et quand s'abstenir? Écoutez la doctrine définie par Barack Obama au cours de son discours de mai 2014 devant l'Académie militaire de West Point. America must always lead on the world stage. If we don't, no one else will. The military that you have joined is and always will be the backbone of that leadership. But U.S. military action cannot be the only or even primary component of our leadership in every instance. Just because we have the best hammer does not mean that every problem is a nail. Voilà. C'est pas parce qu'on a le plus gros marteau que chaque problème doit être considéré comme un clou. En d'autres termes, les États-Unis ne feront usage de la force militaire que quand les intérêts cruciaux de Washington seront mis en danger. En fin de compte, Obama a-t-il compris quelque chose au Moyen-Orient? Réponse en forme de conclusion de ce qui se dit sur Obama à Paris. Regardez. Mais qu'on a tous merdé. Moi, le Moyen-Orient, j'y comprends rien. J'ai l'impression d'être dans la saison 3 de Lost. Qui est le méchant, qui est le gentil, et qui sont les autres? Est-ce que le gros Hurley, c'est une femme? Oui, la diplomatie occidentale paraît dépassée. On est paumé. Faut attendre la saison 4, mec, et espérer qu'on joue dedans. Voilà, c'est bien résumé. Je suis sûr que les Américains jouent dans cette saison 4. Merci beaucoup, Maurice.
On se quitte pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, on l'a dit, après le j'aime pas, petite révolution qui s'annonce sur Facebook. Le dislike pourrait donc faire son apparition sur le réseau social. Mark Zuckerberg a assuré que son entreprise travaillait sur la création d'un tel bouton après l'avoir exclu pendant plus de 10 ans. Restez avec nous, on se retrouve après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle à présent d'une petite révolution sur Facebook. Mark Zuckerberg l'a refusé pendant plus de 10 ans et il concède à présent à instaurer un bouton dislike. J'aime pas. Julien, scandaleux. Non, j'ai un peu aimé votre transition. J'aime pas Julien Baloul. Julien Baloul, j'aime, je like. Bon, c'est le dislike qui peut être complètement cruel. Elle l'annonce donc a fait évidemment l'effet d'une bombe. On voit votre réaction, Mais Barbara. oui. Vous parlez de scandale. En fait, Mark Zuckerberg s'est exprimé au cours d'une séance de questions-réponses. Il a fait cette déclaration qu'on va pouvoir lire à l'écran. Depuis des années, des centaines de personnes nous ont fait la demande pour un bouton je n'aime pas. Et aujourd'hui est une journée spéciale parce qu'aujourd'hui, je peux affirmer que nous travaillons dessus et nous sommes très près de lancer une version d'essai. Alors, il n'y a pas encore de date de lancement. En fait, il estime que lorsqu'on partage quelque chose de triste, et c'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, on partage des choses tristes, par exemple sur la crise des migrants, sur un décès, sur une mauvaise note à l'école, ce que vous voulez. C'est difficile de cliquer sur j'aime lorsqu'il y a un tel post. Et il y a un an, il avait dit on ne postera pas de bouton je n'aime pas, donc il a vraiment changé de position, voilà, de position là-dessus. En fait, de manière générale, Facebook a du mal à s'adapter aux mauvaises nouvelles. On l'a déjà vu avec le cas des deuils, avec les personnes qui étaient décédées. Qu'est-ce qu'on fait de leur compte Facebook? Certaines voulaient les transformer en page souvenir. Facebook avait refusé dans un premier temps et a fini par céder également. Donc Facebook, petit à petit, s'adapte également aux mauvaises nouvelles. Je suis super déçue, je pensais que le bouton j'aime pas, c'est quand vos potes vous envoient, postent les photos de leurs vacances et vous pouvez dire j'aime pas. Alors c'est justement, cruel. non, c'est pas ça justement. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement c'est pas un sondage en ligne, on ne pourra pas vous pourrir et mettre je n'aime pas sur vos photos de vacances. Photos de vos enfants, les photos de vos vacances. Il a dit que c'est la volonté d'exprimer finalement de l'empathie simplement pour ajouter une expression générale. Mais si on regarde bien sur Facebook, il y a déjà possibilité de mettre des émotions. On va regarder en direct cette démonstration. C'est possible, voilà, ce petit statut, bonne journée, je veux rajouter une émotion, je clique sur ajouter une humeur, je me sens, on choisit je me sens, ou je suis en train de regarder la télé, ou je suis en train de lire, je vais choisir je me sens, on choisit l'humeur que l'on veut, merveilleusement bien, détendu, ce que vous voulez, heureux, triste, voilà, par exemple triste, on pourrait mettre triste, voilà, je me sens triste, avec qu'on ait marqué bonne journée, donc il y a déjà cette possibilité de marquer une émotion, donc on ne sait pas exactement où est-ce que sera le je n'aime pas, mais voilà, c'est déjà possible de mettre les émotions. Bon, je like votre explication. Merci beaucoup, Julien. Bonne journée. Allez, on parle de presse à présent. Le Canard enchaîné à 100 ans et toutes ses dents. L'ambition revendiquée de l'hebdo satirique n'a pas bougé depuis un siècle, tout comme sa maquette, toute rouge et noire, vous la connaissez, sans photo ni publicité. On vient avec vous, Betsabé, sur 100 ans de scoop et d'irrévérence. 100 ans, exactement. Alors, intransigeance éditoriale oblige, et bien des coups qui ont été et qui sont toujours redoutés par la classe politique, quel qu'il soit, et des mots qui font toujours sourire, voire, vous le savez, éclater de rire. D'ailleurs, pour se maintenir en forme, bien, le Canard n'a pas eu besoin de se relooker, vous l'avez dit, toujours en rouge et noir, toujours pas de pub, et même pas, Julien, de version numérique. On pourra même pas le liker ou le disliker. Alors, vous pouvez toujours essayer de fouiner sur Internet, même sur le compte Twitter du Canard. L'hebdomadaire ne distille ses titres qu'au compte-gouttes sans même les développer. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Canard a les moyens de poursuivre sa route sans s'adapter à la mode. Les éditions Maréchal, dont le siège est confortablement installé à Paris, rue Saint-Honoré, et qui compte 70 salariés, tout de même, ont réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros. Ces bénéfices se sont établis en 2014 à 2,4 millions d'euros, une somme qui, à en croire la direction du Canard, sera provisionnée pour faire face
sait-on jamais, à un éventuel coup dur. D'ailleurs, les réserves du canard sont évaluées, attention, à près d'une centaine de millions d'euros. Alors, comment le journal est parvenu à se constituer un tel matelas? Eh bien, même si la diffusion payée a baissé de 2,5% l'an dernier, eh bien, le canard écoule chaque semaine en moyenne presque 400 000 exemplaires. Particulièrement friand, dont sans doute la classe politique, grâce notamment à la mare au canard, page 2, qui est très riche en potins, l'une des rubriques les plus... Je vous propose quelques extraits de la mare au canard, justement, de ce jeudi 10 septembre, comme les frappes aériennes sur Hollande qui ont commencé, ou alors des dessins de Frédéric Touron. Cette fois-ci, c'était la meilleure défense, c'est l'attaque, et à Hollande essaie de penser à autre chose quand même que au foot. Voilà, frappe aérienne sur Hollande. Et ce dessin de Frédéric Touron, donc dessinateur du Canard enchaîné. Voilà, et le Canard, on le rappellera jamais assez, c'est 100 ans de scandales aussi. Des scandales en tout genre. Alors on se rappelle bien sûr ceux qui peuvent s'en rappeler, ceux qui sont assez âgés. En 79, le Canard qui écorne l'image de Valéry Giscard d'Estaing avec l'affaire Bokassa. Des diamants ont été offerts au président de la République. Il était alors ministre des Finances par un dictateur centrafricain. Février 2011, dans un autre genre, un gouvernement qui décolle à plein tube alors, en plein printemps arabe et en pleine tempête sur les vacances tunisiennes de la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie. Eh bien, on apprend dans le Canard que le Premier ministre, François Fillon, a été, lors de ses vacances, hébergé par le gouvernement égyptien, qu'il a emprunté un avion de la flotte gouvernementale du pays pour une excursion. Alors, une fois le scoop publié par le Canard, l'Élysée n'a eu d'autre choix que de se fendre d'un communiqué. Et puis, avril de la même année, dans un autre genre, le Canard révèle que des extros ont tenté de soutirer 2 millions d'euros à l'Élysée après s'être procuré carrément le numéro de compte bancaire de l'Élysée et s'être fait passer pour des personnels de son service financier. Bien sûr, on a des scandales en tout genre. On se souvient du prêt à Bérégovoy, 1 million quand même, les appartements d'Alain Juppé ou encore les faux électeurs du 5e arrondissement, fief de Jean Tibéri, qui lui aussi doit adorer le Canard enchaîné. Nous, on le souhaite en tout cas un bon anniversaire, 100 ans pour le Canard. Merci beaucoup, Betsabe. Est-ce que vous avez envie de danser un petit peu ou il est trop tôt? Danser, non. Bon, regardez. Mais il faut qu'il soit très tard. Voilà, il est trop tôt, mais n'empêche, regardez. Rumba, valse, tango, cha-cha-cha, toutes ces danses font un retour en force grâce notamment à l'émission de divertissement britannique Danse avec les stars qui a été adaptée dans 35 pays dans le monde. Tel Aviv aussi est touchée par cette vague rétro, ringard diront certains. Fleur Citruc s'est rendue dans l'école de danse d'Eli Mizrahi, le premier à avoir popularisé les danses de salon en Israël. Regardez. Quelques pas de foxtrot et nous voici plongés un siècle en arrière dans l'été dansant de la Nouvelle-Orléans. Les danses de salon défient la mode et le temps. Quand vous dansez la valse, vous devez imaginer que vous êtes à Vienne, dans une grande salle de bal, avec cette atmosphère si particulière. C'est seulement comme ça que vous pourrez retranscrire l'essence de cette danse. Un bon professeur doit d'abord savoir transmettre à son élève l'atmosphère de la danse, que ce soit une danse latine ou une danse au rythme plus lent. S'il danse la salsa, il doit se sentir à Cuba. De 18 à 99 ans, les danses de salon sont ouvertes à tous. Pas besoin d'avoir fait des années de danse classique ou de pratiquer régulièrement un sport. L'idée est d'abord de se faire plaisir. J'ai 5 enfants et un travail très prenant. Je suis complètement débordée. Quand je viens ici, j'oublie tout. C'est un moment rien que pour moi. 3 temps pour la valse, 4 pour le tango. Les règles de ces danses, immuables, sont très techniques. Et pourtant, ce n'est pas l'essentiel, nous explique Gilad, un des professeurs de danse. Oui, c'est notre règle principale, sourire et aussi avoir confiance en soi. Plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes naturel, mieux vous dansez. C'est ce que vous dégagez qui est important. Les gens ne vont pas habituellement regarder ce que vous faites avec vos pieds ou votre corps. Ils regardent d'abord le visage et votre expression. C'est ça le secret. Même si les danses de salon sont devenues plus populaires ces dernières années, les hommes sont encore peu nombreux à franchir le pas. En Israël, on n'a aucune considération pour les hommes qui dansent. Quand j'ai dit au travail que je dansais, tout le monde s'est moqué de moi. Mais je m'en fiche, j'ai continué à danser quand même. Je sais que ça me fait du bien.
Moti et Eli ont découvert les danses de salon il y a 4 ans, à l'occasion de la bar mitzvah de leur fils. Ils se sont pris au jeu. Maintenant, ils participent à de nombreuses compétitions à travers le monde. Depuis que la danse est entrée dans nos vies, notre quotidien est complètement transformé. Soudain, la vie est intéressante, il y a des défis à relever, des événements. Nous allons de compétition en compétition. La vie n'est plus ennuyeuse ni monotone. On est sorti du train-train quotidien et nous prenons tellement de plaisir à danser, ce n'est semblable à rien. Cela a énormément enrichi notre vie de couple. À la place d'aller chez le psy et de payer, nous sommes ici et nous profitons de chaque instant. Comme eux, Tali a participé à la compétition internationale à Hollywood l'an dernier. Elle a vécu un conte de fées le temps d'une soirée. Lors de cette compétition, j'ai adoré monter sur scène. J'avais l'impression d'être toute seule, avec personne autour de moi. J'avais toutes les lumières sur moi. C'est comme si je flottais seule dans l'espace. Et à la fin, on entend les applaudissements. J'étais complètement immergée dans l'instant. C'est ça la passion pour la danse. C'est impossible à décrire. Cette année, la compétition se déroule à Las Vegas et les élèves d'Eli Mizrahi espèrent bien revenir avec une moisson de prix. Fleur, c'est vous qui signez ce reportage, merci d'être avec nous ce matin. Alors ici, c'est plutôt la danse orientale. A priori, les danses de salon n'ont rien pour plaire aux Israéliens et pourtant, on l'a vu, ça marche, même les hommes s'y mettent. Oui, et pourtant, c'était pas gagné quand on pense à la valse qui est née sur les parquets des salles de bal de Vienne à la fin du XVIIIe siècle, ou le tango, lui, qui est apparu dans les bas-fonds de Buenos Aires et de Montevideo. Eh bien, on est très très loin du Proche-Orient et pourtant, ce sont les Russes qui vont amener, en fait, dans les années 80-90, ces danses de couple, ces danses de salon, mais ils vont enseigner uniquement en russe, en Israël. Du coup, ça ne va pas du tout toucher l'ensemble de la population. Ce sont des précurseurs comme Eli Mizrahi qu'on voit dans le reportage qui vont lancer cette mode. Ils vont ouvrir des écoles de danse, ils vont aller se former au Canada, aux États-Unis, ou bien là-bas, c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Il y a les bals et donc ça va marcher au point qu'aujourd'hui, les Israéliens, ils vont dans les compétitions internationales et ils remportent même des prix. Alors, si les Israéliens s'y mettent, comme un peu partout dans le monde, il faut quand même souligner que c'est grâce à cette émission de télé, Danse avec les stars, qui cartonne partout dans le monde. Alors, je voudrais rappeler, avant Danse avec les stars, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Dirty Dancing avec le beau Patrick Swayze qui a fait fantasmer. Vous pouvez me regarder aussi. Il a fait fantasmer exactement toute une génération de jeunes filles, ou le film Grise. Donc ça a nettement dépoussiéré les danses de salon. D'un seul coup, la rumba était un peu plus sexy, mais c'est Danse avec les stars. Cette émission britannique a été diffusée dans plus de 35 pays dans le monde. Elle va faire un carton ici en Israël, Rokdim im Kochavim, et aussi en France. D'ailleurs, la 7e saison est très attendue. C'est en octobre. Vous vous rappelez le patineur Brian Joubert qui commence à danser. Donc, ça donne en fait tout l'esprit des danses de salon. C'est les paillettes, les belles robes, les chaussures, voilà, l'élégance et l'effort aussi parce que c'est assez difficile tout de même. C'est tout à fait physique. Est-ce qu'on, quand on va, c'est court, est-ce qu'on danse toujours les mêmes danses ou ça évolue? Alors, on va parler de la valse et du tango, mais ça c'est un peu vieux, ça se danse encore. Alors, entre les deux guerres, il y a eu la rumba. En fait, chaque époque, elle a sa danse. Et c'est pour ça que c'est tellement actuel, les danses de salon. Il y a eu le rock dans les années 60. Ensuite, on a eu la salsa les années 80. Ça, on a connu. Salsa, ouais. Et maintenant, c'est le kizomba. Alors là, je vous propose de jeter un œil à ce qu'est le kizomba. C'est une danse plutôt sexy. Un mélange entre de la salsa, un peu de zouk, un soupçon de zouk, et la lambada. Il y a un âge minimum ou pas? Et bon, donc c'est ça que je voulais vous proposer d'essayer, Barbara. Le kizomba, c'est ce qui est à la mode. Il ne se touche pas quand même. Non, mais c'est très technique. C'est pas vraiment une danse de salon, mais c'est bien. C'est une danse de salon. Ça fait partie des danses de salon. Ça s'enseigne dans les cours de Eli Mizrahi et d'autres. Vous pouvez y aller. C'est le slow sex à mi-chemin. Voilà. Écoutez, je vous laisse conclure ainsi ce reportage. Merci Bernadette Sabé. Merci beaucoup Fleur d'être venue nous en parler. Allez, on va terminer en musique. Vous vous souvenez peut-être de lui. Il s'appelle Mohamed Assaf. Il avait remporté un autre télécrochet justement très regardé dans le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, consécration de son succès, un film est tourné sur sa vie. Lui est originaire de la bande de Gaza. Regardez. Mohamed Assaf est la star du monde arabe depuis 2 ans. En 2013, ce jeune Palestinien de la bande de Gaza a remporté la finale du jeu Arab Idol, la version régionale de la nouvelle star. Depuis, il est devenu un symbole pour la jeunesse palestinienne qui voit en lui un porte-parole, loin des politiciens corrompus et des divisions entre le Hamas et le Fatah.
En 2 ans, il a parcouru le monde, chanté en Europe et à la FIFA et a fait un retour triomphal dans la bande de Gaza. Le conte de fées ne s'arrête pas là pour Mohamed Assaf. Sa vie fait actuellement l'objet d'une adaptation cinématographique. Et le réalisateur du long métrage n'est autre que le Palestinien Hani Abou Assad, connu notamment pour son film Paradise Now, nominé aux Oscars en 2006 et lauréat du Golden Globe du meilleur film étranger la même année. Le film sur Mohamed Assaf s'appellera The Idol et sera présenté au Festival de Toronto ce vendredi. Une manière de faire connaître son histoire au monde occidental. Le chanteur a annoncé qu'il serait présent lors de la projection. Il précise toutefois que plusieurs éléments du scénario sont imaginaires et éloignés de la réalité. Le message principal du film est le succès de la jeune star dans un contexte de guerre. Un message d'espoir pour la jeunesse à qui le réalisateur voulait dire « Rien n'est impossible si vous travaillez dur et que vous vous entourez de la famille et des amis ». Voilà, on va se quitter pour un nouveau journal. Merci les filles d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Merci à vous de votre fidélité au Morning. Tout de suite, donc un nouveau point sur l'actu, point complet avec Eleonore Veil. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à tous. Portez-vous bien.